Salut, aujourd'hui on revient vers vous dans le bureau d'un ministre, d'une ministre. Elle est secrétaire d'État, je regarde sa carte de visite, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative. Elle est juriste de formation et puis elle a fait plein de choses entre-temps. Elle a notamment été à la tête de la HALD. Aujourd'hui, donc, elle est secrétaire d'État. Il s'agit de Jeannette Bougrabe. Bonjour Jeannette Bougrabe. Bonjour. Ce qui a toujours été ma force et ce qui en réalité fait de moi la pire des personnes en politique, c'est que je ne dépends pas des autres. Voilà. Et de ne pas dépendre des autres, ça vous conduit à être parfois impertinent, de dire des choses que votre parti n'aime pas ou d'être pas courtisane. Moi, je ne sais pas du tout mon truc. Il y a eu 2 fois où je me suis fait engueuler. D'abord, c'était sur Moubarak. Là, ça a été extrêmement violent, plus que violent, donc où j'avais dit Moubarak doit partir. Après 30 ans de pouvoir, c'était pas non plus très choquant. Après tout, la démocratie, c'est aussi l'alternance. Là, je me suis fait vraiment engueuler. Ben, j'ai remis ma démission. C'est à chaque fois sur des principes. Donc forcément, quand vous êtes convaincu de ce que vous dites je ne céderai pas. Ah, mais je ne cède pas, j'ai dit c'est comme ça. C'est pour ça que je laisse filer un certain nombre de choses. Je ne veux pas batailler pour telle ou telle chose, pour telle nomination, pour telle chose. Mais par contre, sur les principes, je ne négocie pas. Voilà. Les entretiens pour les jobs d'été, en fait, c'était à l'hôpital. Et en fait, vous étiez reçu par un médecin. Et elle me posait des questions qui étaient plutôt des questions vexantes et pour tout vous dire, à la limite raciste. Elle me demandait si j'étais enceinte. Vous postuliez pour un job d'été où vous étiez en gros agent hospitalier. En fait, en gros, vous faisiez le ménage dans les services hospitaliers. Elle me posait des questions en disant mais vous êtes sûre que vous n'êtes pas enceinte? Non, je vous assure que non. Mais vous n'avez pas des problèmes estomac parce que les gens quand même de votre culture, de votre pays, mangent très épicé. Enfin, c'était n'importe quoi, voilà. Donc je ne garde pas un très bon souvenir, non. Ce qui fait fondamentalement pour moi la différence, c'est les activités à côté. Voilà. Ce que vous faites, si vous redonnez à la société, si vous avez des activités, si vous avez bossé pendant l'été, si vous avez fait des choses. Voilà. Et ça a été déterminant pour la jeune femme que j'ai recrutée. Pourquoi? Voilà, c'est tout bête. C'est pourquoi. Je pense qu'il y a plein de choses que... pourquoi, par exemple, les gens ont arrêté souvent, je vois beaucoup de jeunes en fait. Pourquoi de tel temps, de telle période à telle période, vous n'avez pas travaillé? Pourquoi vous avez fait telle chose en fait? Pourquoi? Expliquer, voilà. Parce que souvent un CV dit beaucoup de choses et peu de choses à la fois. Les enfants gâtés. C'est-à-dire quand je vois que les gens... J'aime les gens qui doutent et qui se posent des questions, et ceux qui ont un trop-plein d'assurance, je m'en méfie toujours. Voilà. C'est assez étrange comme raisonnement, mais j'aime les gens qui se posent des questions, qui disent je sais pas. J'aime les gens qui en veulent, j'aime les gens et ceux qui n'ont jamais rien fait, qui pensent que tout est acquis, m'ennuient. Et j'ai tendance à dire, à diplôme équivalent, à niveau équivalent, j'ai tendance à prendre des gens qui sont issus de milieux défavorisés parce que je me dis que pour en arriver là où ils sont arrivés, ils ont eu la niaque. Le critère, c'est un critère social, c'est pas un critère ethnique, c'est de se dire quelque part que voilà, quand vous avez grandi soit à Mantes-la-Jolie ou à Châteauroux, dans le quartier Saint-Jean, vous avez sans doute un peu plus que celui qui a grandi place de l'Estrapade dans le 5e. Imaginez les conditions de vie des personnes qui vivent à Sevran. Dans la station RER Bedotte, quand vous allez dans certains quartiers où vous avez des CRS qui sont 24 heures sur 24 dans des halls d'immeubles, que tous les jours vous avez des jeunes qui vont à l'école dans des conditions pareilles. C'est des survivants, ce sont des guerriers, et ces jeunes qui réussissent sont un peu plus que les autres. Et ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui sera capable de se battre, de porter des projets et de croire. Moi, je crois que ce qui fait la différence, c'est le désir, voilà. C'est l'envie, c'est se dire que c'est possible. Voilà. C'est une vraie discrimination, le stage. Il y a vraiment même une forme de délit d'initié. Ce qu'il faut faire, alors j'espère que je suis suffisamment claire, c'est en réalité créer des banques de stages. Voilà. Et que ce soit les établissements qui trouvent les stages pour les jeunes. Généralement, il y a quand même une sorte de paradoxe.
Le stage est souvent devenu une condition nécessaire dans la validation des formations. La seule chose, c'est qu'on demande aux jeunes de trouver le stage. Alors que c'est complètement paradoxal parce que quand vous avez 15, 16, 17, 18 ans ou 20 ans, vous n'avez pas de réseau. Vous n'avez pas de réseau, donc vous ne pouvez pas trouver par vous-même. Et donc on vous demande de trouver votre entreprise. On ne vous demande pas, quand vous êtes dans un lycée, de trouver votre prof de maths. On ne vous demande pas de trouver votre prof de français. Alors si l'entreprise vous apporte une formation, contribue à la formation d'un jeune, il paraît normal que ce soit l'établissement qui trouve le stage. Juste une anecdote, à l'ENA, quand vous faites un stage entreprise, c'est l'ENA qui trouve votre stage. C'est quand même assez paradoxal. Quand vous êtes auditeur à l'ENA, normalement, vous n'avez pas de difficulté pour trouver un stage chez Thales, chez je ne sais pas quoi, chez Pernod Ricard ou je ne sais trop quoi. Là, c'est l'école qui vous trouve le stage. Alors on se dit, c'est bizarre quand même, c'est les gens les plus privilégiés qui soient. Et eux, on leur met en place des mécanismes où ils n'ont même pas à passer un entretien d'embauche. Donc vous voyez, la discrimination, elle est quand même assez violente parce qu'on favorise toujours ceux qui en ont le moins besoin. Entre juin et septembre, enfin octobre, pardonnez-moi, il y a eu 223 000 jeunes qui sont sortis sans aucun diplôme. Alors de penser qu'éventuellement mettre un uniforme va régler des problèmes, je suis assez sceptique. Là encore, j'ai toujours le sentiment que c'est un peu cosmétique, voilà. C'est-à-dire que c'est pas traiter les vrais problèmes qui sont ceux des jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. 223 000 jeunes. Alors, est-ce qu'on va régler les problèmes? Est-ce qu'ils vont mieux apprendre à lire et à écrire avec un uniforme? J'ai mis quelques réserves. J'ai parfois le sentiment qu'il y a une forme d'autisme on n'écoute pas les jeunes. Moi, j'ai été très frappée de voir que parmi les jeunes décrocheurs, souvent, ils ont dit à un moment, je veux être plombier. J'ai envie d'être mécanicien, voilà. On les envoie en comptabilité. On les envoie en comptabilité parce qu'il n'y a pas de place dans tel CAP, dans telle structure. Et donc, fondamentalement, c'est là où ils abandonnent. Et que la première chose qu'on doit faire, ce qui n'est pas nécessairement évident, parce que les adultes ont tendance à ne pas écouter les jeunes, c'est de les écouter. Voilà. S'ils ont envie de devenir ébénistes, c'est bien qu'on les envoie en ébénisterie. Et la seule chose, c'est qu'on ne les écoute pas. On pointe toujours du doigt les jeunes, mais on ne se pose jamais pourquoi dans les entreprises, il y a cette espèce de rigidité et de frilosité à recruter nécessairement le bon profil pour tel ou tel poste. Ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas... Donc il y a quand même un souci. En gros, en France, si vous n'avez pas fait une grande école, si vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Et encore aujourd'hui, je vous dis, c'est pas... vous pouvez avoir fait Sciences Po et être au chômage. Parmi les jeunes patrons, il y a Jean-Pascal Tricoire de Schneider, qui est un type extraordinaire. Alors ça fait tanguer parce qu'il a décidé de mettre le siège social de Schneider à côté de Shanghai, parce qu'il a compris qu'en réalité la croissance c'était ailleurs, et c'était notamment en Asie. Et je trouve qu'il faut avoir un culot monstre pour le faire. Et je me dis, quelqu'un qui parle mandarin couramment, ça doit être quelqu'un de plutôt pas mal. Je pense qu'on est quand même dans une société du paraître. Voilà, c'est pas. Vous avez beau être la personne la plus intelligente ou quoi que ce soit, on s'arrêtera de toute façon à ce que vous dégagez, ce que vous inspirez, si vous êtes souriant, si vous faites la gueule. Et vous avez tendance à reculer d'un pas ou de deux pas quand vous avez quelqu'un qui a la mine défaite, qui a l'air pas très heureux. Et voilà, moi je pense que c'est important d'avoir plutôt l'air bien, voilà. C'est plutôt ça, d'être souriant, d'avoir une espèce d'énergie. La méchanceté. La patience. Là, je vais citer NTM. Il y a une chanson qui s'appelle « Mais qu'est-ce qu'on attend ?» Et j'ai souvent ce sentiment de se dire « Mais qu'est-ce qu'on attend pour que les choses changent ?»